Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de votre journal. Le Bénin fait désormais partie des pays qui ont enregistré un cas d'infection du coronavirus Covid-19 depuis la matinée de ce lundi 16 mars 2020. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, par une déclaration officielle, a notifié et confirmé l'information dans ses moindres détails. Il a exhorté le peuple béninois au calme, à la sérénité et au respect strict des mesures d'hygiène et de prévention contre la maladie. La substance de son message est à découvrir dans un petit instant. À l'issue des études et vérifications des dossiers effectués par la Commission électorale nationale autonome Sénat, après la phase d'enregistrement des candidatures à l'élection communale du 17 mai prochain, le président de la Sénat, Emmanuel Tiondo, a donné un point de presse dans la nuit de ce samedi 14 mars 2020 pour faire le point des déclarations de candidature ainsi que celui du nombre de dossiers provisoirement retenus. À l'occasion de la 19e journée de la Vitalor Ligue 1, le croisement de crampons entre Euzeuil Football Club et Jacques, hier dimanche 15 mars 2020 au stade René Pleven, a permis à l'équipe universitaire de remonter la pente pour se retrouver à une longueur du leader AEMA FC. Dans l'après-midi de ce lundi 16 mars 2020, à travers un point de presse, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, a annoncé la détection d'un premier cas de coronavirus Covid-19 au Bénin. Face à cette situation, le ministre invite la population à ne pas céder à la panique. Selon l'autorité ministérielle, toutes les dispositions sont prises pour une gestion optimale du cas détecté et un contrôle strict de la propagation de l'épidémie au coronavirus dans le pays. Il a profité de l'occasion pour inviter au respect des mesures de prévention. Je vous invite à suivre l'intégralité de sa déclaration de presse. Aux premières heures de ce lundi 16 mars 2020, les analyses effectuées au laboratoire de référence des fièvres virales hémorragiques de Cotonou ont confirmé le diagnostic du Covid-19 sur un échantillon provenant d'un cas suspect suivi sur le site d'isolement et de prise en charge de Cotonou. Le Bénin vient ainsi d'enregistrer un cas d'infection au coronavirus Covid-19. Il s'agit d'un sujet de nationalité burkinabé, de sexe masculin, âgé de 49 ans, qui est rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020. En retraçant l'itinéraire suivi par le sujet, il est apparu qu'il a quitté le Burkina Faso le 21 février 2020 et a séjourné durant 11 jours en Belgique. Il est retourné au Burkina Faso le 4 mars et y est resté durant 8 jours jusqu'au 12 mars 2020, date à laquelle il est rentré sur le territoire béninois par voie aérienne. Après avoir vaqué à ses occupations professionnelles les jeudis 12 et vendredi 13 mars 2020, sans respecter les mesures d'auto-isolement prescrites à l'aéroport, il a présenté des signes cliniques atypiques de rhume, toux et fièvre, signes l'ayant motivé à réaliser des bilans biologiques dans une clinique le 14 mars 2020. Devant l'absence d'éléments biologiques objectivables, il s'est rendu sur le site d'isolement et de prise en charge de Cotonou le 15 mars 2020 à 9h30 où un prélèvement nasopharyngé a été immédiatement réalisé. L'état clinique du patient est stable et rassurant et il bénéficie d'une prise en charge adaptée sur le site. Les personnes ayant été en contact avec le sujet sont en cours d'identification au Bénin comme au Burkina Faso et feront l'objet d'un suivi rigoureux. Je voudrais, en cette circonstance particulière, rassurer et appeler au calme et à la sérénité toute la population béninoise. Les mesures sont prises pour une gestion optimale du présent cas et un contrôle strict de la propagation de l'épidémie au coronavirus Covid-19 dans notre pays. Une fois de plus, j'invite la population à observer strictement les mesures d'hygiène en vigueur et largement diffusées, et je demande instamment
au sujet de retour de voyage d'un pays touché d'observer scrupuleusement les mesures d'auto-isolement. Chacun de nous détient la clé de la protection des autres, à commencer par celle de ses proches. Il nous faut donc faire preuve de responsabilité, car le respect par tous des différentes mesures de prévention est le garant de notre sécurité commune. Enfin, j'invite les agents de santé à davantage de rigueur dans l'observance de toutes les mesures de prévention des infections. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiondo, a donné un point de presse dans la nuit de ce samedi 14 mars 2020 pour faire le point des déclarations de candidature s'inscrivant dans le cadre de l'organisation des élections communales et locales du 17 mai prochain. Au cours de son entretien avec les professionnels des médias, il a fait le point de cette première étape d'enregistrement des déclarations de candidature aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. Sur les 9 partis ayant déposé des dossiers le 11 mars dernier, 8 ont pu obtenir le récépissé provisoire. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre Emmanuel Tiondo au micro de nos reporters. Le 11 mars 2020, la Sénat a reçu 9 partis politiques en vue de l'enregistrement de leur déclaration de candidature. Il s'agit de 1. Bloc républicain, BR, 2. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, 3. Union progressiste, UP, 4. Mouvement populaire de libération, MPL, 5. Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, MOEL Bénin, 6. Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, 7. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, 8. Parti pour l'engagement et la relève, PR, 9. Parti du renouveau démocratique, PRD. Au terme de cette première phase de l'examen de complétude du nombre des candidats et du nombre des dossiers présentés par les partis, la plénière a retenu que les partis politiques ci-après ont satisfait aux exigences de la loi et il leur a été délivré un récépissé provisoire. Je rappelle que le récépissé provisoire n'est pas un passeport automatique pour aller aux élections. Il ne s'agit que d'un récépissé provisoire dans la mesure où il y aura une seconde phase qui consistera à l'étude de la recevabilité et de la validation de ces dossiers de candidature. Par conséquent, il ne faut pas trop jubiler. Et nous avons, avec cette délivrance du récépissé provisoire, nous avons joint les différentes observations qui sont faites aux différents partis politiques pour qu'ils puissent, disons, donner satisfaction à ces exigences qui sont prévues par la loi. Ce récépissé provisoire a été délivré aux partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. 3. FCBE. 4. FCDB. 5. MOEL Bénin. 6. PRD. 7. UDBN. Et 8. PR. Parti pour l'engagement et la relève. Quant au parti MPL, c'est-à-dire le Mouvement populaire de libération,
Sa déclaration de candidature a été rejetée. Le Parti Mouvement Populaire de Libération MPL n'a pas pu obtenir son récépissé provisoire. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, au cours de son point de presse, est revenu sur la raison du refus de réceptionner les dossiers du candidat du parti dirigé par Sabi Sira Korogone. Des explications fournies aux professionnels des médias par Emmanuel Tiondo, il ressort qu'au lieu des 3630 sièges exigés par la loi pour concourir aux dites élections, le parti, dans sa déclaration de candidature, a produit une déclaration faisant état de 3682 dossiers, ce qui est largement au-dessus du nombre exigé. Je vous invite à suivre à nouveau le président Emmanuel Tiondo. Quant au parti MPL, c'est-à-dire le Mouvement Populaire de Libération, sa déclaration de candidature a été rejetée pour les raisons suivantes. Nombre de candidats présentés sur la déclaration du parti MPL, 3682 au lieu de 3630. C'est ce que prescrit le code électoral. Le code électoral n'a pas dit de présenter plus de 3630 candidats titulaires comme suppléants. Nombre de postes restants à pourvoir, il reste un siège à pourvoir, alors que le code dit expressément que tous les sièges doivent être pourvus. Il n'y a pas satisfaction des exigences du code électoral. Nombre de dossiers de candidats déposés. Il nous a été impossible de vérifier le nombre de dossiers de candidats déposés, car dans certains cas, les pièces de plusieurs personnes ont été pêle-mêle regroupées dans des chemises sans qu'on puisse identifier des dossiers de candidats. Au total, qu'est-ce que nous observons sur cette déclaration de candidature du parti MPL? C'est la déclaration de candidature comporte 3682 candidats au lieu de 3630. Comme je l'ai dit, c'est contraire aux dispositions du code électoral. La loi n'a pas dit qu'il faut donner plus de 3630. La loi dit de donner tout simplement 630. Même si 3630 candidats titulaires comme suppléants. La loi n'a pas dit de dépasser ce nombre. Montrer que l'on a déposé, que l'on a dépassé ce nombre et que l'on est en droit de réclamer quoi que ce soit, ce n'est pas juste. Respectons ce que le code électoral a dit. Et en plus, j'apprends que ce parti dit, mais étant donné que j'ai donné plus de candidats qu'il n'en faut, la Sénat n'a qu'à retirer les 52 candidats. Voilà. Ce n'est pas à la Sénat d'identifier, ni même de soustraire. La Sénat ne retire rien. C'est le parti qui vient déposer la liste de ces candidats conformément à ce que la loi a dit. Même si la Sénat voulait, à supposer qu'elle voulait retirer les 52 candidatures, mais comment on va choisir ces 52 candidatures? Nous ne connaissons pas les militants de ce parti-là. Heureusement d'ailleurs que la loi ne nous fait pas obligation de choisir. Non, ce n'est pas à nous de choisir les candidats à retirer. C'est au parti de dire « je ne veux pas de ces candidats » et il présente le dossier en fonction de ça. Alors, les candidats doivent être présentés dans toutes les circonscriptions électorales. C'est ce que prévoit la loi. Il lui manque un candidat. Il n'a présenté en fait que 3629 candidats. Et encore, on ne sait pas à quel arrondissement se rattachent ces candidats. Des sièges donc n'ont pas été dotés de candidats sur la déclaration de candidature
Et il y a des exemples. Par exemple, le poste de 3e suppléant dans l'arrondissement de Dagoué, dans la commune d'Ifayi. Des doublons de candidats, c'est-à-dire des candidats portant le même nom, ont été constatés sur la liste des candidats de la déclaration. Quatrièmement, le mélange des dossiers de candidats par arrondissement, sans spécification des positions des candidats. Et cinquièmement, dans la commune de Dogo, par exemple, les dossiers n'ont pas été constitués, rendant de fait impossible l'identification des arrondissements et l'examen de complétude de la déclaration et des pièces de dossier du candidat. Conclusion, en l'état de la déclaration de candidature qui a été déposée, il est impossible de procéder à la vérification de complétude non seulement des candidats, mais aussi des pièces, des dossiers des candidats. Et puis, il convient de souligner quelque chose que peut-être beaucoup de Béninois ne savent pas, ni même peut-être les militants de ce parti. Quand ils sont arrivés à la Sénat, ils avaient leur dossier en vrac. Et ils ne savaient pas où se mettre pour ranger ces dossiers. Je leur ai j'ai gracieusement mis à leur disposition une salle pour qu'ils mettent en ordre leur dossier. Mieux, j'ai demandé au commissaire d'aller de temps en temps voir à quelle étape ils se trouvent et de leur porter assistance en cas de besoin. Ces commissaires se sont portés vers eux. Ils ont à chaque fois dit qu'ils n'ont pas de problème. Et comme à tous les autres partis qui n'étaient pas prêts, on leur a donné un délai de grâce en leur disant « Continuez à arranger vos dossiers au 2e jour du dépôt des dossiers de candidature. » Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour faciliter la tâche à un parti politique? Le Parti du Renouveau démocratique PRD, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Force Cori pour le développement du Bénin FCDB et le Parti pour l'engagement et la relève PER ont reçu leur récépissé provisoire samedi dernier à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Je vous invite à suivre Claudine Afiavi Pounensio, Jacques Ayadji, Nathanaël Koti, Saliou Akadiri et Soumanou Toleba. Je suis très satisfaite du récépissé provisoire que nous avons reçu. L'attente a été longue, certes, mais il s'agit quand même de 3630 dossiers à vérifier. Donc la Sénat a fait un travail excellent que nous avons beaucoup apprécié. C'est vrai que nous avons des militants qui sont restés sur place du 11 mars jusqu'à ce jour. Vous voyez, nous sommes véritablement impressionnés. Notre combat est un combat contre l'attitude misogyne de certains hommes béninois. Vous voyez, contre les femmes. Nous venons de franchir une autre étape. On a reçu le récépissé provisoire avec des observations. Nous devons répondre très rapidement aux observations. Cela voudra dire qu'on doit se mettre encore au travail. Je voudrais remercier toute l'équipe de la Sénat, avec à la tête son président, pour le travail sérieux abattu ici. Depuis le 11 mars, on était ici, mais le travail a été un travail sérieux. Les conditions qui ont été mises en place pour nous accueillir jusqu'à la délivrance de ce récépissé nous donnent encore du tonus à avancer pour pouvoir aller jusqu'au récépissé définitif. Je suis ému. C'est le fruit d'un travail méthodique. Et je voudrais commencer par deux petites
digression. Digression pour dire au Seigneur comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Ça c'est la première digression. La deuxième. Au père de mon boulot, on allait, on vino ni desi, on est mais t'as vu voilà, deuxième digression. Maintenant, je vais m'adresser aux militants, sympathisants et sympathisants de Moël Bénin et plus généralement à l'ensemble du peuple béninois pour dire que la fumée blanche ne sort pas comme ça. Cette fumée blanche, t'as entendu, la voici. Le récépissé provisoire d'enregistrement de notre déclaration de candidature. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, la Sénat de notre pays vient de nous délivrer le récépissé provisoire. La joie qui m'anime, c'est une joie importante partagée par l'ensemble des membres et sympathisants de notre parti. Parce que le travail n'a pas été fait seul. Et vous savez que quand on fait un travail, il faut parfaire ce travail. Donc on a reçu des observations. À partir de ce soir, nous allons nous mettre au travail pour pouvoir faire beaucoup d'efforts afin de prendre en compte ces observations qui sont en réalité une contribution pour améliorer le travail que nous avons déposé. Bon, si nous sommes déjà arrivés à réunir, à respecter les conditions pour entrer déjà à la Sénat et pour présenter les pièces communes. Et actuellement, pour avoir le récépissé provisoire, c'est que nous sommes en train de travailler pour aller très loin. Et je crois qu'il y a de l'avenir. Et avant de parler de joie, je voudrais d'abord dire quelques mots. Et je commencerai par parler de délivrance. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, pour nous, est une délivrance. Délivrance par rapport à la peur. Délivrance par rapport à l'angoisse. Délivrance par rapport aux manipulations. Délivrance par rapport aux intoxications. Donc, je voudrais, après avoir situé le récépissé que nous venons de recevoir dans un contexte de délivrance, je vais dire tout ce que je ressens. Ce que je ressens commencera d'abord par des mots de remerciement et de reconnaissance. Au nom de mes collègues qui forment ce que nous appelons le Comité national de supervision de la collecte et de la gestion des dossiers de candidature, composé de l'honorable Raphaël Akoteyan, de l'honorable Charlemagne Confort et de moi-même, je voudrais au nom de ces personnes rendre grâce à Dieu et dire merci. L'Assemblée nationale togolaise a levé l'immunité parlementaire du député Agbeyome Kodjo lors de la session plénière de ce lundi 16 mars 2020. Au total, 80 députés sur les 90 présents au Parlement ont voté pour la levée de cette immunité demandée la semaine dernière par le procureur du tribunal de Lomé. Il est reproché à M. Agbeyome l'usage illégal des symboles et emblèmes de l'État togolais ainsi qu'un appel au soulèvement de l'armée. Arrivé deuxième lors de la présidentielle du 22 février dernier, M. Agbeyome conteste toujours les résultats. De ce fait, il s'est autoproclamé président de la République.
L'école d'initiation théologique et pastorale a organisé une séance de méditation de carême au profit des fidèles catholiques le dimanche 15 mars 2020 au sanctuaire de la Miséricorde de l'église Saint-Michel de Cotonou. La communication donnée par le révérend père Charles Agbessi a pour thème « Assurer mon passé et mes fragilités ». Les échanges ont donné l'opportunité à plusieurs participants de comprendre certaines situations qui bloquent l'épanouissement et les bonnes relations avec Dieu. Suivez le compte-rendu de Karl Kitome. Pour accompagner les fidèles catholiques en cette période de carême chrétien, l'école d'initiation théologique et pastorale a organisé le dimanche 15 mars 2020 une méditation de carême dans le sanctuaire de la Miséricorde de l'église Saint-Michel de Cotonou. Frères et sœurs dans le Christ, au nom du Seigneur et en votre nom, je salue et je remercie le Père Charles Agbessi qui est avec nous pour cette célébration et c'est lui qui animera la méditation pour nous. Nous demandons au cours de cette Eucharistie que l'Esprit du Seigneur l'inspire et nous inspire aussi et nous dispose à accueillir ce qu'il nous dira de la part du Seigneur. Et nous aussi, au début de cette Eucharistie, nous disposons. Le père Charles Agbessi, un jésuite spécialiste en psychologie et psychothérapie, a donné une communication sur le thème « Assurer mon passé et mes fragilités ». Comment? Merci bien pour cette question. Je crois que c'est fondamental de pouvoir réfléchir sur un thème de ce type parce que d'abord, le carême est un temps qui nous est accordé pour nous ressourcer, pour nous refaire. Et nous ne pouvons pas nous refaire, nous ressourcer sans prendre en compte notre passé. Parce que je dois prendre en compte qui je suis pour pouvoir gérer cela. Et c'est dans cette gestion, dans cette prise en charge que je pourrai me refaire, me réconcilier avec moi-même, avec les autres et avec Dieu. Et c'est par cette réconciliation que je peux vraiment, à la fin, pouvoir remercier le Seigneur pour passer ce temps de résurrection avec lui. Donc c'est très très important. Et en parlant de ce passé, il y a ce passé psychologique et ce passé spirituel. Ces blessures du passé, ces fragilités du passé psychologiquement ou bien spirituellement qui me minent et m'empêchent de vivre une relation saine et harmonieuse avec les autres. Je les ai dit, les modalités sont simples. Il suffit d'abord d'accepter, de reconnaître ses fragilités, de les accepter, de faire face. Et des fois, en les reconnaissant, cela, je suis déjà à moitié guéri. L'aveugle qui se reconnaît aveugle est déjà à moitié guéri. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que j'ai pris conscience de cette vulnérabilité, dans une attitude d'humilité, je rentre dans un processus de guérison où j'utilise toutes les ressources qui sont à ma disposition dans l'Église pour pouvoir me refaire. Et parmi les ressources, il y a l'examen de conscience que je fais régulièrement, l'examen particulier que je fais pour pouvoir corriger certaines vulnérabilités, certaines fragilités majeures qui me minent et m'empêchent d'être moi-même. Et en plus de ça, quand je finis, l'Eucharistie qui est au centre de ma vie et que je dois pouvoir préparer. À savoir en méditant cette parole avant d'aller à la messe, pas pour rester passif et assister à une messe, mais je vis ma messe. Et quand j'utilise ces ressources-là, la confession aussi est là. Les enseignements issus de cette séance sont utiles pour toute une vie, au-delà du carême et des considérations religieuses. Le groupe Jeunes Juristes Engagés pour la promotion du droit JED a organisé la première phase du concours d'art oratoire « Je maîtrise les tests de mon pays » le samedi 14 mars 2020 à la salle de conférence de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie. À l'issue de cette phase, le jury présidé par le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, le docteur Gilles Badé, a identifié les demi-finalistes. Seule l'équipe Espérancia de l'UNAM quitte la compétition. La salle de conférence de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie du campus d'Abomey-Calavi a été le samedi 14 mars dernier le théâtre d'un concours d'art oratoire entre étudiants de diverses universités du Bénin sur des thèmes relatifs à l'aspect particulier de la criette et du code du numérique. La maîtrise des tests législatifs
ainsi que la rhétorique. Pour cette première édition du concours, 4 textes de loi seront étudiés. Nous avons le Code des personnes et de la famille, le Code du numérique, le Code électoral et la loi notificative de la Constitution de la République du Bénin. Les développements se feront à travers des thématiques bien précises. Le document écrit sera noté sur 6 points. Nous aurons d'abord, en première position, le nombre de pages du document qui sera noté sur 1 point, la forme du document 1 point, le contenu sur 4 points. Et il y a, comme on l'appelle, en deuxième position, nous aurons la note de la présentation orale de chaque équipe. Parce que nous aurons chaque équipe est composée au moins de 3 personnes, des équipes qui en ont 4, d'autres qui en ont 5. Mais c'est 3 personnes qui vont présenter ce qu'ils ont écrit, le document qu'ils ont revu, vont mesurer. Et le contenu qui sera présenté oralement, la présentation orale sera sur 11 points. Et évidemment, il y aura l'accompagnement du public. L'accompagnement du public qui est sur 3 points. Et nous devons rappeler qu'avant qu'on ne soit ici, les équipes, il y avait déjà eu un travail qui a été fait au préalable, où chaque équipe a eu d'abord à tirer des thèmes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour 2 thèmes. Et chaque équipe, les équipes qui vont passer, ce serait soit le premier thème qui nous parle des sanctions liées aux publications sans source au regard du code numérique. Le second thème, c'est la création d'une institution juridique entièrement à part. Au thème des prestations, l'équipe de l'ENAM a été classée 5e et quitte ainsi la compétition. Il s'agit d'annoncer en réalité l'équipe qui nous quitte. L'équipe qui va nous laisser maintenant n'a pas démérité, n'est pas une mauvaise équipe, mais il faut bien qu'il y ait une équipe qui soit 4e et une équipe qui soit 5e. Nous allons annoncer maintenant, avec les félicitations du jury et les encouragements du jury, l'équipe qui va nous quitter à cette étape-ci. L'équipe qui nous quitte donc à cette étape-ci, c'est l'équipe qui est arrivée en 5e position, n'est-ce pas? C'est l'équipe Espérancia. Les équipes de la FADESP, de l'ISM Adonai et de la chaire UNESCO se donnent rendez-vous pour les demi-finales. Et puis le sport à présent dans cette édition. Esae Football Club a réalisé l'une des plus belles opérations de la 19e journée de la Vitalor Ligue 1. Les universitaires sont revenus à une longueur du leader Aema FC grâce à leur victoire sur JAC ce dimanche à René Pleven. Revivez le film du match avec Setondé Larios Adjabouino. Gagner pour revenir à 1 point du fauteuil du leader et consolider sa 2e place au classement. Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont relevé le défi en disposant de la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques 2-1. Après une domination stérile en première période, les universitaires ouvrent le score à l'entame de la seconde mi-temps sur un bolide de Eric Sewa sur un coup franc des 20 mètres. Quelques minutes plus tard, les protégés de Richard Bior sauvent le but du break. Un autogol de Thierry Ahover sous la pression de Fahadou Touré, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Ce fait de jeu révèle les coéquipiers de Steve Glodino. Ils vont pousser et réussir à réduire le score à 2-1, ce qui le galvanise davantage. Cependant, ils ne parviennent pas à égaliser malgré les multiples assauts sur les buts de Marcel Dandinou. C'est toujours mal quand tu perds des points. Mais bon, écoutez, il y a encore des matchs qui viennent. On va toujours se le dire, mais par contre, il faut les gratter. C'est perdu, c'est que c'est perdu. Il faut penser au prochain, il faut doper le moral aux enfants et qu'ils comprennent que rien n'est facile. En face, malgré une fin de match difficile, les universitaires auraient pu tuer le suspense sur une contre-attaque. Servi idéalement par Alfred Limpon, Youchaou Idrissou, rate sa reprise au grand regret de son entraîneur. C'était un beau match, un match qu'on devait tuer dès la reprise. Ce qu'on a fait en marquant 2 buts. Vers la fin, on a douté un peu, ce qui a permis à l'adversaire de revenir au score. Et vous savez, dans ce genre de situation, c'est souvent compliqué vers la fin parce que l'adversaire qui n'a plus rien à perdre sort pour aller jouer. Et là, on est obligé de jouer sous pression. Mais dans cette situation, on aurait pu scorer.
C'était la maladresse de notre avant-centre. On aurait pu tuer le match depuis. Mais dans l'ensemble, il faut reconnaître que 3 points, c'est du positif. Grâce à ce 10e succès, Richard Biot et ses hommes profitent des faux pas du leader Aïma FC et du 3e Buff FC, tous deux battus la veille. Et la course est lancée, vous savez, nous, comme je vous l'ai toujours dit, nous prenons les matchs les uns après les autres. Et puis, si une occasion nous est offerte d'aller chercher le titre, on ira le chercher. Mais il reste beaucoup de matchs. Usaï Football Club revient à une longueur du fauteuil de leader avec 35 points au compteur. Le club universitaire relève par la même occasion Buff FC son poursuivant à 5 unités. Dans les autres matchs de cette 19e journée, Aïma FC a perdu contre AS Tonnerre 1-2 sur ses installations. Buffle s'est incliné chez Dragon 0 but contre 2. La lanterne rouge UPI ONM a enregistré sa 2e victoire de la saison en dominant Royal Sport 2-0. Alors que le premier relégable USS Kraké n'y arrive plus, les Kraké Boys ont été chutés lourdement face à Panthère FC 0-4. En Vital en Ligue 2, Requin Football Club confirme sa bonne forme face à Tanekas FC. Victoire 1-0. Entente de Candy a remporté le duel des leaders face à Espoir de Savalou 1-0 et prend seul les commandes du championnat. L'autre choc de la 20e journée s'est soldé par un match nul et vierge entre AS Cotonou et Dadje. Au classement, Entente de Candy est leader avec 39 points. Espoir de Savalou 36 points est 2e grâce à une meilleure différence de but que Requin FC. Dans les profondeurs, Soleil FC abandonne la lanterne rouge à l'AS Police. En basketball, pas de trêve pour les clubs engagés en Super League cette saison. Ils ont enchaîné avec les matchs de la phase retour ce week-end. Chez les dames, Aspac a dominé Renaissance 80-54 sur le parquet du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Sur les mêmes installations, les portuaires ont surclassé Renaissance Hommes 118-65. Tandis que Élan Sportif de Porte-Novo est venu s'imposer face à Espoir 118-43. Et pour finir cette édition, voici en page inter l'actualité au Sénégal, au Nigeria et au Niger. Une série de ces mesures a été mise en place samedi 14 mars par le président Macky Sall en vue de lutter contre la pandémie de coronavirus qui a contaminé au moins 24 personnes sur le territoire. Fermeture des écoles et des universités pour 3 semaines, annulation des festivités autour du 4 avril pour les 60 ans de l'indépendance du pays et l'interdiction des manifestations publiques dans les lieux ouverts ou clos figurent parmi les mesures annoncées. En ce qui concerne les rassemblements liés à la religion, Macky Sall a lancé un appel samedi aux guides religieux. Ainsi, et puisqu'il faut respecter les recommandations du gouvernement et limiter au maximum les manifestations, le calife général des Tidianes a donc annulé la ziara de la ville de Tivaouane, un grand rassemblement. Le Forum civil salue la prise en compte de l'appel du chef de l'État par la confrérie. Une explosion a fait au moins 15 morts et des dizaines de blessés dans un quartier densément peuplé de Lagos au Nigeria. Une catastrophe comme il en arrive régulièrement dans le pays. Un camion a foncé dans les bouteilles empilées dans une usine de traitement de gaz qui ont soufflé le quartier et endommagé un pipeline. Un quartier entier réduit en miettes. Ce dimanche 15 mars, un cocktail de gaz et de pétrole a tout rasé à Aboul Ado. Par milliers, les habitants ont tenté de sauver ce qui peut l'être. Impossible d'estimer le nombre de victimes à ce stade, selon Adebola Kolawale, responsable de la Croix-Rouge dans l'Est de Lagos. Il y a des morts. Quant aux blessés, ils ont été conduits à l'hôpital. Il y a une école ici et des habitations. Beaucoup de gens vivent ici. Il y a aussi un grand marché à proximité, a-t-il affirmé. Et pour finir au Niger, 3 morts et 5 arrestations, c'est le bilan provisoire des manifestations organisées par les acteurs de la société civile à Niamey pour dénoncer le scandale de détournement de fonds dans l'achat de matériel militaire. Malgré l'interdiction des autorités, des jeunes sont sortis dans les rues dimanche 15 mars,
mais ont vite été dispersés. 5 responsables de la société civile ont été interpellés. Une enquête a été ouverte. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à chacun et à tous.